Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Allez, nous avançons dans nos débats. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Sud Radio. Nous commentons l'actualité avec Jacques Miard, maire de Maisons-Laffitte. Je rappelle le brûlot de l'année. Bye bye démocratie chez Lafon Presse. Pour ceux qui nous suivent en vidéo, vous allez nous le montrer, cette couverture. Voilà, le brûlot de l'année. Bye bye démocratie. Arnaud Stéphan, fondateur de l'agence La Note de Com. Ergun Toparslan, vice-président et porte-parole de Territoire de Progrès. Et Jackie Isabello, communicant et fondateur du cabinet Parlez-moi d'impact. On va revenir évidemment sur ce qui se passe en ce moment. Le RN qui menace toujours de voter la censure, qui impose ses lignes rouges. Le gouvernement, Michel Barnier a reculé sur les taxes sur l'électricité, entre autres. On va parler de tout cela. Faut-il quitter le réseau X? J'aimerais bien vous entendre sur ce sujet. Et vos coups de cœur et vos coups de gueule. Jacques Miard, vous, c'est un coup de gueule. Oui, c'est un coup de gueule et je peux peut-être étonner nos auditeurs contre la Cour pénale internationale. Je m'explique. Vous savez, c'est une vieille idée que, effectivement, sur la scène internationale, il faut, je dirais, réprimer et punir les auteurs des crimes de guerre, voire de l'humanité. Le problème est que lorsque vous lancez des procédures de ce type, elles prospèrent automatiquement et, je dirais, par un processus qui leur est propre. Or, pour pouvoir arriver à mettre un terme à un conflit, c'est une solution politique. Et donc, la solution politique doit prévaloir. Et je trouve aujourd'hui que ce que la CPI a fait à l'égard d'un certain nombre de chefs d'État ou chefs de gouvernement en exercice va à l'encontre de la solution politique. Parce que ça va radicaliser, refuser d'arriver à une scène politique, et je crois que c'est une faute. C'est pas la première fois que j'ai déjà dit que, notamment, la question de la CPI, je rappelle que même la France avait mis des réserves sur l'article 8 de la CPI, et que c'est une faute que de vouloir tout résoudre par un processus judiciaire. Il faut trouver des solutions politiques. Et contrairement à ce qu'on peut croire, le processus, l'enclenchement de poursuite ou non de la CPI va restreindre, va paralyser, va retarder les solutions politiques. Et c'est la raison pour laquelle je le dis haut et fort, il faut des solutions politiques et ensuite on verra pour ce qui est du problème judiciaire. Mais on voit bien aujourd'hui que même le gouvernement français a fait marche arrière pour dire qu'il n'arrêterait pas en France un chef d'État et de gouvernement. Bon, réaction. Cette marche arrière, c'était pas gratuit non plus. Hein. Il y a eu un cessez-le-feu au Liban et c'est vrai que ça a été mis sur la table. Et à un moment donné, si le politique veut concrètement atteindre des objectifs politiques, à savoir un cessez-le-feu, il y a une démarche dans ce sens-là. De l'autre côté, l'un n'empêche pas l'autre, mais force est de constater aussi que les solutions politiques, elles ont du mal à émaner souvent. Elles viennent. Oula, donc je suis un peu plus pessimiste, surtout quand on voit que ce soit en interne ou à l'échelle internationale, les difficultés qu'on peut avoir à solutionner des problèmes. De toute façon, on vit dans un monde de multicrises et si on ne trouve pas un cadre qui nous permet de réguler ces crises-là, c'est certainement pas des hommes politiques élus sur 4, 5, 6 ans qui vont nous permettre de solutionner des problèmes beaucoup plus durables. Encore moins la CPI. La CPI, les États-Unis ne font pas partie de la CPI, par exemple. Les États-Unis font partie d'aucune grande. Ce qui veut dire quand même pas mal de choses, parce que ça permet aussi c'est un outil diplomatique très important pour les États-Unis. Moi, je ne reconnais pas la CPI. Je peux continuer à négocier avec vous. Et puis le jour où j'ai envie de faire de la morale, je dis finalement non, c'était pas bien. Je vous arrête quand même. Voilà. Et étant donné que le droit américain de toute façon prime sur le reste. Prime sur tout le reste. Ce qui est embêtant, oui, c'est vrai que on peut se poser quand même des questions sur pareil le mandat qui a été émis contre Netanyahou, mais aussi contre Monsieur Poutine. Quoi. J'ai un pays qui est membre du Conseil de sécurité. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il faut quand même se poser des questions de savoir ce qu'on est en train de faire. Je pense que tout ça est devenu complètement fou. Et si on veut négocier, si on veut faire de la diplomatie, c'est pas avec des cours de justice. Jackie, c'est un coup de gueule.
Oui, eh bien, c'était pour réagir un peu au thème de la journée, puisque vous souhaitez qu'on parle de faut-il ou pas quitter Twitter. Rappelez que est arrivé en tête Monsieur Georgescu en Roumanie, au premier tour de l'élection présidentielle de Roumanie. Est arrivé en tête donc Monsieur Georgescu, que personne ne connaît, qui n'a fait aucun meeting. Comme Macron. Qui... Ah, bim. On a rempli quelques salles quand même. Alors, il est resté, vous savez, Monsieur Miard, il fait partie des mèmes les plus consultés chez les jeunes, puisque c'est notre projet, a été quand même présenté, je ne suis pas macroniste, mais lors de ce qu'on appelle communément un meeting. Donc il en a fait un peu plus que Monsieur Georgescu, mais vous avez raison. En tout cas, je vous rejoins sur l'analogie qui peut être faite. Et ce monsieur est en fait le produit d'une industrie russe, des industries du troll, qui est en train de se développer de manière très dangereuse dans l'univers numérique, et par l'intermédiaire d'un outil qui s'appelle TikTok. Et ce monsieur a touché un électorat qui l'a amené en tête de cette élection, et c'est assez préoccupant, parce que je le dis souvent ici, on peut critiquer les politiques, mais moi j'ai beaucoup d'admiration pour eux, parce que une société qui va bien, c'est une société qui a des gens qui se mettent à la disposition. Va bien, non, mais elle va mieux qu'en Ouganda, au Nigeria, au Guatemala, partout. Alors, mais non, mais je suis d'accord. On a reçu hier le président du Nigeria avec sa femme en grande pompe. Que les gens qui sont pas bien en France partent en Nigeria, en Ouganda. Enfin, la France, on peut l'améliorer, mais ça fait partie des grandes démocraties. Et donc, je disais, la fonction politique, c'est quelque chose de très respectable, en tout cas en ce qui me concerne. Et quand on voit se multiplier ce genre de choses, alors on en est prémuni ici, parce que l'utilisation des réseaux sociaux lors des campagnes électorales est très réglementée, mais et de se dire, ils sont dans l'Europe, ils sont poussés par les Russes, et le schéma de destruction du processus occidental qui a été engagé par les Russes, il passe par ce genre de manipulation qui consiste à faire arriver en tête quelqu'un que personne ne connaît. Mais vous vivez dans et qui le est monde sans de doute Jackie, non, mais je vis pas dans le monde de oui. Non, mais Valérie, TikTok, j'ai fait du cabinet ministériel plus que beaucoup de gens que vous recevez. TikTok n'est pas régulé. TikTok n'est pas régulé en France. C'est ce que je suis. Non, mais je vous vous dites en dis, France, Valérie, on n'a pas je ça. dis que l'utilisation de la communication politique sur les réseaux sociaux est régulée en France. Vous ne pouvez pas faire de publicité politique en France pendant les processus électoraux. Aux États-Unis, si vous avez envie de dire Kamala Harris mange des chiens, mange des chats sur les réseaux sociaux ou sur les channels en faisant de la publicité aux États-Unis, vous pouvez le faire. Ça, je confirme, oui. On peut pas le faire chez nous. Voilà. Donc, il y a plein de saloperies qui se font, et je reviendrai sur tout un tas de choses. Ouais, on va y revenir quand on va parler. C'est ce que je voulais dire. Il faut faire attention, c'est au sein de l'Europe. Mais je vous réponds, pour avoir fait, vous aussi avez été en cabinet ministériel. Une quinzaine de grosses campagnes, on va dire, dont deux présidentielles quand même, et au deuxième tour à chaque fois. De rien. Bravo. Oui, moi j'ai fait celle de Chirac, je crois. Attends, on a dû gagner, je crois. Allez. C'est comme le sport. C'est vrai. Il y a ceux qui gagnent et puis il y a les autres. C'est vrai. Pardon, Arnaud. L'essentiel, c'est de participer. Bon, allez-y. Baron, si tu nous entends. Je ne crois absolument pas que même des trolls fassent gagner quelqu'un dans une campagne électorale. Une campagne électorale, ça reste quand même un lieu de sociabilité. Ça reste quand même une occupation du terrain. Ça reste quand même un candidat qui rencontre le peuple. Ça reste quelqu'un. Roumain. L'exemple roumain, c'est qu'à un moment donné, vous êtes dans un pays qui s'appelle la Roumanie, qui a connu depuis la fin de la chute du régime communiste. Il faut quand même se rappeler de ce qu'était la Roumanie jusqu'à la fin des années 80. C'était Ceausescu quand même, qui a rasé la moitié de sa propre capitale pour en faire un espèce de parking de supermarché. Et vous avez eu derrière des gens qui étaient officiellement démocrates, qui étaient poussés par les puissances de l'Ouest et qui se sont avérés être les plus corrompus de la galaxie. Enfin, je veux dire, il faut savoir ce que c'était la Roumanie quand même. Le nombre de cabinets qui ont chuté, le nombre de présidents qui ont été foutus au gnouf. Je veux dire, il faut savoir ce que c'est quand même. Donc à un moment donné, oui, vraisemblablement, comme il y a une vague qui arrive de l'Europe de l'Est, qu'elle soit instrumentalisée par la Russie, je n'en doute pas.
Voilà, je n'en doute pas, parce que il y a une zone d'influence très nette de la part de l'ex-Union soviétique et de la Russie aujourd'hui dans sa sphère, dans son ancienne sphère d'influence. Ça, c'est une réalité. Mais si les candidats en face avaient pas été aussi nuls, si les candidats en face n'avaient pas multiplié les échecs sur échecs et n'étaient pas avec une étiquette de corrompu et de naze, je pense qu'éventuellement ce candidat n'aurait pas réussi à percer. Il y a un peu aussi. Je veux dire, si c'est juste une création, à la limite, ça se trouve, ce candidat n'existe pas. Peut-être c'est une image de synthèse. Il faut être sérieux. Je pense qu'à un moment donné, une campagne électorale, c'est un peu plus que ça, et que les électeurs, y compris nos amis roumains, en plus peuple francophile et francophone, enfin ils l'étaient jusque dans les années 90, en tout cas, je leur fais un peu plus confiance que d'être des imbéciles qui se font convaincre par les réseaux sociaux. Vous savez, moi j'ai connu la Roumanie, qui a commencé à rallier d'abord l'OTAN, c'est-à-dire le soutien des Américains, avant de rallier l'Union européenne. Et quand vous allez au ministère des Affaires étrangères, vous aviez l'emblème, bien sûr, le drapeau national, vous aviez l'emblème de l'OTAN et l'emblème de l'Union européenne. C'est tout dire. Alors aujourd'hui, effectivement, ils font un tête à queue. Combien de temps ça va durer? Mystère. Ce qui est certain, c'est que, comme vient de le dire à l'instant notre ami Arnaud, il est clair que c'est étonnant. Est-ce que ça va perdurer? Mystère. Mais ça prouve aussi une chose, c'est que les gens qui ont voté, ils ont voté en conscience. Haroun? C'est un peu délicat parce qu'on sait que la Russie essaie d'élargir sa zone d'influence, surtout après l'élection de Trump. Il y a des petites articulations, gesticulations. On voit qu'il y a beaucoup d'effets qui sont testés sur des élections dans l'Europe orientale. C'était le cas avec la Turquie, avec beaucoup de trolls et de fake news qui étaient partagés. C'est une arme. Est-ce qu'elle est décisive? Je ne crois pas encore complètement, mais elle a son importance. Et on voit aussi qu'en France, certains acteurs politiques essayent de mimer ces façons-là, avec une surutilisation des réseaux sociaux, des TikTok, etc. Et au final, malgré tout, il y a une population qui est vulnérable à cela. Il faut pas le perdre de vue, mais je pense aussi que les hommes politiques ou les partis politiques traditionnels ou respectables comme ils le souhaitent doivent aussi se mettre à jour de ces attentes et de cette nécessité de transparence et de lien direct avec une certaine génération, une population qui a évolué sur ces outils de communication. On revient dans un instant, on va parler de Boualem Sansal, évidemment, et on parlera de ce qui s'est passé à l'Assemblée aussi, le retour de la baffe. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, on continuons notre tour de table avec vous, Arnaud. C'est un coup de cœur. Oui, c'est un coup de cœur. Oui. Un peu surprenant, je suis persuadé, pour ceux qui sont... Un peu de poésie. Oui, qui sont autour de cette table. Le retour de la baffe à l'Assemblée. Le retour de la baffe à l'Assemblée nationale. La baffe, la tarte, la bouffe, la salade de phalange. Au-delà de l'aspect farce, ça nous donne deux leçons. C'est que, c'est le signe que la politique reprend aux tripes. Ça faisait longtemps, en effet. La politique était devenue quelque chose d'ennuyeux pour des ex-futurs hauts fonctionnaires en costume XS et en cravate fine, qui nous expliquaient que la gestion était le bout du bout. Alors j'avais marqué tricot, fine tricot, mais comme j'ai vu, j'ai rayé tricot. Qui nous expliquait que tout était gestion et qu'il fallait tout être dans le raisonnable. Et ben voilà, on est dans le retour de la passion politique. En Angleterre et en Australie, il y avait une grande campagne autour du rugby, et particulièrement du rugby à 13, qui m'est cher, qui était Bring Back the Beef. C'est-à-dire qu'ils trouvaient que le fait que dorénavant il y avait ce carton jaune, voire carton rouge dès qu'il y avait un échange de claques, avait fait perdre un peu la passion sur le terrain, et que les gens étaient là aussi pour que les joueurs aillent plus que se donner au maximum, mais qu'ils aiment le maillot jusqu'à quelquefois dans la souffrance, quoi. Dans la souffrance, voilà, exactement, et que les gens avaient besoin de cet engagement total.
Puis la deuxième chose, ça nous montre aussi que LFI, les gens de LFI sont des tigres de papier parce que ils se sont fait bouger, comme on dit au rugby, et ils sont allés chouiner immédiatement en disant oh là là, ils sont méchants avec nous, c'est la violence, etc. De la part de LFI, on rigole bien quand même. Mais quand on passe au réel, hein, quand on est à distance de baffe, tout d'un coup, ils se mettent en boule et ils écoutent de la musique triste sous la douche, et que donc on a en effet, on peut se dire que ce retour de la baffe à l'Assemblée nationale, même si le geste n'est pas bien, ne le faites pas chez vous, il n'empêche que ça redonne un peu de passion, ça redonne un peu de jus à cette Assemblée. Je sais pas et si parce on peut que s'en réjouir, si. non, mais c'est pas ça, c'est que la politique était devenue tellement ennuyeuse, les gens étaient tellement on respecte plus les idées, il y a plus d'idéologie, il y a plus d'engagement véritablement, une espèce de fil d'eau tiède en permanence où les gens sont démocrates sociaux ou sociodémocrates. Il faut être vous êtes plutôt libéral maintenant ou libéral plus tard. Voilà. Donc il y a eu ce choc qui était attendu. Ça faisait trop longtemps qu'il y avait des provocations de la part des LFI. Il y a eu une réaction saine. Vous pouvez pas vous réagir. Non, c'est un modem. Vous pouvez modem face à un député socialiste. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que le modem est devenu d'ailleurs le parti de la baffe? Parce qu'on se souvient que c'est quand même Bayrou qui avait mis une claque en 2002. Donc, alors Jacques Miard, vous qui avez connu l'Assemblée... Moi, je vais vous raconter une histoire, parce que ce que vient de dire Arnaud, c'est pas tout à fait nouveau. Non. Gabriel Siffton. Au moment, il y avait une polémique avec Jospin, disant la droite était anti-Dreyfusarde et la gauche était Dreyfusarde. À ce moment-là, on a vu débouler des tranches de l'hémicycle, notre ami Mazot, qui est arrivé près du Premier ministre et lui dit « Je vais vous foutre mon poing dans la gueule ». Mazot, il est... Bon, immédiatement, les huissiers se sont mis en travers, c'est pas aller plus loin. Mais il n'y a rien de nouveau. Et on raconte que le chanoine Kir, lorsqu'il venait à l'Assemblée, il avait toujours son flingue sur lui. Donc... il ne l'a pas utilisé, vous me direz. Non. Donc, moi, je préfère qu'il y ait quelques incidents de ce type, je dirais, à l'Assemblée, et que, bien évidemment, on remette les pendules à l'heure après, que d'avoir un peu trop, je dirais, d'émeutes dans la rue. Donc, l'Assemblée, elle est là aussi pour exprimer un certain nombre, je dirais, d'attitudes, on va dire, plutôt viriles. Ouais. Et une auditrice me dit après il met une baffe à sa femme. Apparemment, il y avait un peu. Apparemment, il y avait un peu d'alcool, dit-on, dans cette. C'est Monsieur Guedj qui dit ça, et c'est les accusations de gauche qui sont typiques. Les gens, les adversaires sont des alcooliques, des vipères lubriques, des hyènes dactylographes. Alors moi j'ai un avis là-dessus qui va sans doute vous surprendre. Monsieur Miard le sait. Je vois mon maire Santini quand il se fait interpeller par des gens qui sont un peu bourrés dans la rue et qui veulent avoir un rapport physique avec eux. Je peux vous dire que c'est le maire. D'un coup, on se dit la politique a un rapport charnel à la population, donc il se laisse pas faire. Il montre bien aux gens que ce sont les premiers édiles d'ici et qui sont prêts à s'engager physiquement. Et je suis assez d'accord avec Arnaud là-dessus. Moi, je vais vous dire, j'ai une proposition parce qu'on vit dans un monde de l'entertainment. En 2012, Justin Trudeau provoque en duel sur un ring de boxe Patrick Brazeau, qui était un sénateur canadien, et ils ont organisé un truc génial que moi j'avais proposé sur les réseaux, mais n'ayant pas la force de communication d'autres, que Harris et Caris et Booba, après avoir inondé les réseaux et l'espace médiatique, face à un match de kick, pour montrer qui c'est le plus fort, qu'à un moment, on puisse se dire, je suis prêt à mourir pour mes idées, organisons-le et mettons-les sur un ring de boxe et voyons si ça n'est que du spectacle ou s'ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Et au moins, il y aurait des règles, au moins, on pourrait se marrer un peu, et au moins, on pourrait voir jusqu'où va l'homme politique. Moi, je serais pour qu'on puisse organiser ce qu'a fait Trudeau. Et Trudeau, quand il a gagné son duel, politiquement, il a obtenu de la part de l'électorat canadien le fait qu'il n'était pas que le fils de son père et qu'il pouvait avoir d'autres valeurs à porter. Et qu'on soit d'accord ou pas, ça l'a mis sur orbite et il est devenu Premier ministre aussi grâce à ça. C'est défendu en duel. De faire, c'est défendu en duel. Et donc, ça a existé, mais il y a un moment, il faut sans se tuer. Non, moi,
Non, je suis profondément choqué. Je pense qu'il faut mettre une vraie frontière entre les violences et la politique, qu'elles soient verbales ou physiques. On s'est suffisamment indemné des violences verbales et on va pas commencer à tolérer les violences physiques. Surtout que à l'arrière-boutique, c'est beaucoup plus dur aujourd'hui d'avoir des militants ou autres parce que eux sont confrontés à d'autres militants et parfois ça peut dégénérer. Et c'était, je crois ici dans les Hauts-de-Seine, un militant Renaissance, il a mâchoire fracturée à cause d'un collage d'affiches. Donc à l'Assemblée en 2024, c'est pas possible. C'est dans les démocraties du tiers-monde où les oppositions se frappent dessus dans des assemblées nationales. Corée du Nord, Corée du Sud, on veut pas ce genre d'image. S'ils veulent remettre du peps dans la politique, ils ramènent des nouvelles idées, ils les portent comme il faut. Ils sont un peu plus tribuns. Ils arrêtent d'être, s'il faut, feutrés. Ils changent les couleurs du costume, mais c'est pas avec la violence physique. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. On va parler de Boualem Sansal. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et je voulais qu'on parle de Boualem Sansal, toujours emprisonné. Son avocat a pu s'entretenir avec lui. Visiblement, il n'a pas subi de mauvais traitements. Néanmoins, c'est un chroniqueur, Karim Zeribi, qui s'exprimait hier sur CNews et qui a clairement mis une cible dans le dos de Boualem Sansal. Écoutez. Moi, je suis pas un défenseur de Boualem Sansal parce que je considère que ses écrits sont souvent islamophobes. C'est sorti aussi. Il ne combat pas l'islamisme. Il parle de l'islam et des musulmans la plupart du temps. Moi, j'ai revu ses écrits assez récemment. C'est une insulte aux musulmans, à ceux qui pratiquent l'islam de manière sereine et tranquille, en respectant les règles. Qu'il est négationniste aussi. Il dit que l'Ouest algérien n'est pas algérien, marocain. Intégrité territoriale de l'Algérie, c'est un pays souverain, indépendant. On n'est plus sous la tutelle française. Ils ont le droit avec en disant ça. Alors, on a le droit évidemment de critiquer Boualem Sansal, ce que fait ce matin dans Libération un journaliste et écrivain Nadir Dendoun qui dit qu'il n'aime pas ce qu'écrit Boualem Sansal, mais il explique peu importe les idées de Sansal, le défendre est une nécessité et de dire que ce qu'il fait quand il dénonce l'islamisme, il dénonce l'islam, c'est absolument nauséabond et impossible à entendre. Ce que vous en pensez? En plus, je comprends pas bien cette phrase, si ce n'est qu'elle ressemble beaucoup à des éléments de langage. Et à un message qui est envoyé aussi en interne à la France pour faire comprendre un certain nombre de choses. Je suis assez choqué parce qu'il y a beaucoup d'écrivains qui ont critiqué la religion catholique. Ils continuent et ils ont le droit. On les brûlait il y a 4 siècles. Ils ont le droit. C'était il y a 4 siècles. Vous avez bien raison de le préciser. On amputait aussi. Hein. On faisait plein de trucs il y a 4 siècles. Je suis très marqué que Monsieur Zeribi, qui a été un élu quand même, il faut s'en souvenir, condamné pour abus de biens sociaux, puisse tenir ce genre de discours dans les circonstances actuelles. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelqu'un qui est enfermé dans les geôles de ce qui est pas une démocratie, qui s'appelle l'Algérie, dont on sait que les services de sécurité dirigent le pays, dont on sait que ce qui s'est passé dans les années 90 a été extrêmement violent des deux côtés et que vraisemblablement il y a quand même eu des manipulations assez importantes de ces mêmes services de sécurité dans l'existence même de la crise algérienne. Voilà, je suis très inquiet et que ce discours de fond, c'est pas le premier. Il arrive déjà derrière quelqu'un qui sur le service public s'est exprimé déjà sur le sujet. Il faut voir l'émission sur la 5. Oui, on l'a beaucoup commenté ici. Où il a fallu vaguement qu'une journaliste dise quand même c'est pas très bien de dire ça et que tout le monde dise oui mais enfin écoutez c'est mais Mais lui-même, enfin, je veux dire, c'est invraisemblable. Moi, je suis très choqué. Ce que dit cet écrivain dans Libération, il dit alors oui, défendre un type pareil n'est pas agréable. C'est une question de principe. Je suis contre tous les colonialismes, contre tous les racismes. La justice ne dépend pas de nos affinités, de nos détestations. Si je prends la parole aujourd'hui, ce n'est pas pour Boualem Sansal, ce n'est pas pour défendre ses idées, c'est pour défendre un principe. On ne met pas en prison quelqu'un pour ses mots. Si nous acceptons qu'il soit jeté en tôle pour ses mots, nous acceptons son sort demain pour nous-mêmes et pour les autres.
Puis on crache aussi sur la mémoire de Samuel Paty. On crache souvent sur le toutes les, mais efface le oui, en fait. C'est ça qui est un peu compliqué dans ce genre. Mais moi, je suis un peu surpris. La question qu'on a envie de lui poser, c'est quel est le délit, quel délit a commis Boualem Sansal. Islamophobe. Voilà. Alors donc, il a fait des actes. Il a écrit. C'est de l'écriture, c'est de la pensée. Aujourd'hui, si on veut condamner, mettre en prison les gens, si ça lui convient. Dont acte, sauf que là, clairement, Karim Zeribi vient de montrer une position politique qui est plutôt inquiétante et qu'on a du mal à comprendre. En France, ça marche pas. C'est pas acceptable. On peut pas mettre une personne en prison à cause de ses écrits, de ses pensées et de ses réflexions. Donc si lui le tolère sur telle ou telle raison, demain il peut pas reprocher à d'autres penseurs d'avoir des pensées qui le mettront lui dans cette situation. Négationnisme. C'est très politique. Négationnisme. Le mot de négationnisme. Non, mais ça va. Donc, lui, on sait où il va chercher ses tickets restaurants, monsieur Zeribi. Jacques Méard. On le sait, il n'y a aucun délit de blasphème dans notre République et démocratie. 2, il faut se rappeler la fameuse phrase de Malraux, quand vous voulez, interdire quelque chose, vous y regardez à 2 fois avant de passer la liberté par la fenêtre. Et donc la liberté d'expression est en cause là, et ceux qui ne défendent pas Boualem aujourd'hui se mettent, je dirais, en porte-à-faux avec nos principes de liberté d'expression. C'est aussi simple que ça. Bien évidemment, du côté de l'Algérie, on sait à quoi s'en tenir. En réalité, il est pris en sandwich dans les relations difficiles entre la France et l'Algérie, et il en paye le prix. Voilà. Mais je crois que tous les citoyens français, quelle que soit leur religion, doivent s'en émouvoir et dire ce n'est pas acceptable. Alors, Jackie, vous je ne serai pas plus original. Je trouve que c'est totalement inacceptable. Il faut que la France soit très ferme et qu'elle soit très ferme rapidement au-delà des mots. On a les moyens de montrer au gouvernement algérien, nonobstant les multiples tentatives du pouvoir français d'essayer de câlino-thérapier ce pays avec lequel on a des relations très très difficiles depuis un certain nombre de dizaines d'années, d'être très très ferme sur le fait que on touche pas à un des éléments qui est constitutif de ce qu'est la France dans le monde, c'est-à-dire sa puissance culturelle, que ce soit Kamel Daoud, que ce soit Boualem Sansal. En faisant ça, on urine sur la mémoire de Samuel Paty, de tous les gens qui sont morts en défendant, non pas là sur un ring comme je le disais tout à l'heure, mais avec leurs plumes, avec leurs crayons, cette liberté d'expression, et qui est très 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 dur à assumer totalement. Donc moi je pense qu'on va y arriver, sans doute discrètement, mais la France doit être forte là-dessus. On va passer à autre chose. On va tout de suite peut-être passer à la politique, avec Michel Barnier qui cède un peu de terrain, a consenti à revenir sur la baisse des taxes sur l'électricité. Est-ce qu'il cède au RN? C'est en tout cas ce qu'on peut lire ce matin dans la presse. Je sais pas qui veut commencer, Arnaud Stéphane. À quoi on joue en ce moment là? C'est un jeu de tu me tiens par la barbichette. C'est plus que ça. Si malheureusement la politique c'est je te tiens par la barbichette, encore une fois on en revient au fait qu'il faut tout arrêter tout de suite. Non, il y a le fait que vous avez une extrême faiblesse d'un gouvernement qui évidemment est sans majorité et qui essaye de gouverner à la godille jusqu'à juillet prochain, où le président de la République retrouvera la possibilité de redissoudre l'Assemblée nationale, avec comme projet de trouver vraisemblablement une majorité relative plus importante pour pouvoir essayer éventuellement de gouverner le pays. Vous avez un gouvernement qui a des marges de manœuvre extrêmement réduites et qui essaye avec un socle commun qui est fait de briques et de broc, de continuer d'imposer une politique qui ne correspond pas à la composition de l'Assemblée nationale. Vous avez Marine Le Pen, il ne faut pas l'oublier aujourd'hui, avec ses alliés, ses 146 députés. Ces 146 députés, ils pèsent énormément dans les choix qui vont avoir lieu à l'Assemblée nationale. Elle a estimé qu'il y avait un certain nombre de lignes rouges. Ces lignes rouges sont franchies. Mais au-delà du fait qu'il y ait des lignes rouges, là aussi c'est un élément de langage, les lignes rouges. En vérité, on sait très bien qu'il y a un agenda politique qui est beaucoup plus complexe que celui-là, et que évidemment un gouvernement qui chuterait demain, ça rebattrait complètement les cartes.
et peut-être même l'agenda politique national. On sait que c'est quelque chose qui est de plus en plus dans les tuyaux. Il y a quelques semaines, tout le monde faisait gaga, moumou, n'importe quoi. Le président de la République, il est là, il ira jusqu'en 2027, etc. Quand vous avez aujourd'hui Jean-François Copé, quand vous avez le patron du groupe Lyot, qui sont quand même pas des révolutionnaires acharnés, qui vont quasiment dans le même sens que Jean-Luc Mélenchon et qu'une partie des troupes de Marine Le Pen, c'est qu'il commence à se passer quelque chose dans le pays. Donc vraisemblablement, c'est plus une question d'opportunité que véritablement une fâcherie sur des lignes rouges. L'opportunité, c'est de se dire à quel moment ça va être le plus opportun de se débarrasser de Michel Barnier et son gouvernement et de créer les situations d'un nouveau calendrier politique. Ouais. Voilà, c'est ce que je crois en tout cas. Ergun Toparslan. Moi, je pense que Marine Le Pen est confrontée à la réalité de sa stratégie. Aujourd'hui, elle ne peut pas aller dans le sens d'essayer d'avoir une respectabilité, de montrer qu'elle est prête à gouverner ou quoi que ce soit. Et à la moindre ouverture, discussion, négociation, tout de suite se braquer dans un militantisme et une position de voter, d'agiter cette motion de censure. Donc, on verra comment réagir. Moi, ce qui me dérange, c'est surtout de savoir à chaque fois que c'est par monobloc. 146 députés, c'est 146 réalités du terrain un peu différentes. Je pense que là, fin de semaine, ils vont tous retourner dans leur circonscription et ils vont revenir avec un autre état d'esprit. Maintenant, si elle veut porter la responsabilité de voter des motions de censure alors qu'il y a des gages ont été donnés, les Français, je pense, la jugeront encore plus sévèrement parce que on est plus que dans quand on voit les sondages, parce que, très sont majoritairement favorables. C'est un jeu très très risqué. Ouais. C'est à eux de voir. Moi, je crois à la nuance, et à la diversité et à la réalité du terrain. Et j'espère qu'ils vont tous prendre conscience et agir en responsabilité. Mais la réalité du terrain, pardon. Jacques Miard, quel regard vous portez vous sur la situation actuelle? Vous savez, c'est très simple. On va vers la crise de régime. Faut pas se leurrer. Bien sûr. Parce que c'est bien gentil de parler d'un gouvernement qui est le pauvre Barnier, ça tire à Uadia dans son propre socle. Quand vous voyez effectivement que les gens de Renaissance vont critiquer le gouvernement et vont s'opposer à lui également, alors qu'ils sont censés le soutenir, on voit très bien que tout ça va durer un certain temps. Mais il n'en demeure pas moins que effectivement on est coincé entre guillemets par la possibilité d'avoir des élections à nouveau, mais tôt ou tard, on ira. Donc c'est aussi simple que ça. Et pour ce qui me concerne, il y a longtemps que je sais que notre ami Michel Barnier, que je connais un peu, c'est la quadrature du cercle. Il n'est pas simplement sur la cime de quelque chose, il est sur le fil du rasoir. C'est pire que ça. Voilà, et donc on sait très bien que ça ne durera pas la vie des rats. Oui. Jackie ? Moi, je pense qu'il faut qu'on arrête de toujours dire il se met dans la main du VFS. La politique, c'est un rapport de force. C'est comme dans une boîte, il y a un patron. Le Rassemblement national est très puissant. Il suffit juste de savoir compter jusqu'à 150 pour le comprendre. Donc, à partir de ce moment-là, le premier groupe, il a un poids parce qu'on est quand même dans un régime qui accorde une très grande importance au parlementarisme et fort heureusement. Après, la question qu'on doit se poser, c'est au-delà de tous les sondages un peu primaires qu'on fait, c'est quand est-ce qu'on essaye de faire comprendre si les Français sont d'accord avec, à un moment, la manière dont l'appareil politique s'est organisé pour ne pas entendre ce qui s'est passé dans le pays. Le pays, c'est Berlin-Ouest. Vous aviez un pays massivement Rassemblement national avec d'autres partis sur les grandes métropoles. Je le fais très simplement. Ça, c'était un message très fort. Moi, je ne vote pas Rassemblement national. Mais si les Français, en conscience, décident qu'ils veulent autre chose, les forces politiques, à un moment, doivent se dire, en 2024, on a mis en place un front républicain. Ça n'a pas marché. Comme le dit Monsieur le maire, on va droit vers une crise de régime puisqu'on n'arrive pas quand même à voter un budget. Et pour moi, qui suis un économiste de passion, c'est ce qui me fait le plus peur. C'est ce qui s'est passé en Angleterre avec les 40 jours de Liz Truss. Il faudra que les forces politiques se disent, est-ce qu'on réédite
Eh bien, ce qui s'est passé en 2024, lorsqu'on a forcé des élections qui étaient contre nature par rapport à ce que les gens ont dit. Ouais, mais le RN n'a pas gagné, je comprends pas ce truc. On verra, il y Ils aura étaient des minoritaires, solutions ils sont en minoritaires juillet dans les 2025. urnes, ils sont minoritaires à l'Assemblée. Si les partis politiques décident à nouveau d'ériger ce genre de mur, eh bien la crise de régime, elle sera certaine parce qu'à la fin, c'est la volonté des Français, qu'elle soit bonne ou pas bonne, qui s'impose. Mais c'est pas celle-là la volonté des Français. Le Rassemblement national n'a pas gagné d'élection. Oui, il a peut-être pas gagné. On va pas en faire plus. On sait très bien. C'est arithmétique. Ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas gagné la présidentielle. Ils n'ont pas gagné les législatives. Voilà. Premier tour, qu'est-ce qui s'est passé? Qui est arrivé en tête de 93% des circonscriptions? D'accord, mais ils n'ont pas gagné les élections. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Jacques Méard vous dit que Macron a perdu. Et Macron a gagné la présidentielle. Il n'a Rassemblement National. Il a été élu en 2022. Il n'a pas été nommé. Il n'a pas ni gagné les législatives en 2022, ni celles de 2024. Un vrai président de la République qui est digne et qui est responsable aurait dû démissionner. Est-ce qu'il va, enfin, ceux qui le connaissent disent qu'il ne démissionnera jamais. Mais le barragisme, c'est pas une idéologie, le barragisme. Non. Chirac n'a pas démissionné. Mais qu'est-ce qui s'est passé après 2002 là où Chirac a démissionné? Qu'est-ce qui s'est passé après 2022? Après 2002, ça a été un long et difficile mandat. Ça a été extrêmement compliqué. En 97, Chirac dissout. Il y a une majorité pour le Parti socialiste. Lionel Jospin gouverne le pays pendant 5 ans. Il aurait dû démissionner alors. Ce que les hommes politiques doivent au peuple, c'est des bons moyens de gouvernance. Et aujourd'hui, les moyens de gouvernance, ils sont torturés. Moi, je dis juste que le RN n'a pas gagné non plus. Pour les raisons qu'on connaît, on va pas refaire les... Non, mais bien sûr. Non, mais ce que je voulais dire, excusez-moi, Changez de bord. Déchirez votre carte Renaissance, c'est foutu. Alors, on va marquer une pause et on va repartir sur ce sujet dans un instant. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Allez, mettons-nous d'accord. Encore quelques mots quand même de ce qui est en train de se passer et ces concessions. Est-ce que ce sont des concessions réellement que Michel Barnier a consenties au Rassemblement national? On ne comprend pas bien. Concessions sur l'électricité, gestes sur l'immigration. Visiblement, ça ne suffit pas et ce n'est pas exactement ce qu'attend le Rassemblement. Et puis surtout, s'il renonce à ces taxes, comment est-ce qu'il va financer son budget? Déjà, il faut poser la question à Marine Le Pen, mais je pense que le financement du budget, c'est une piètre gestionnaire, donc c'est le dernier de ses soucis. C'est peut-être une stratégie d'ailleurs derrière, mais le problème en France, c'est que notre classe politique n'a pas la culture du compromis. Ils sont jusqu'au boutiste. Ça a été le cas avec les membres du NFP qui voulaient appliquer le programme, rien que le programme, alors qu'ils n'étaient pas en majorité. Le Rassemblement national, s'il reste dans sa posture de motion de censure, mais bon, je pense qu'il faut modérer un petit peu. Il décide souvent à la dernière minute. Donc on va voir comment les prochains jours s'articulent. S'ils restent dans cette posture-là aussi, c'est qu'ils n'ont pas compris aussi le message des Français qui vous le disaient, essayez de trouver des ententes, de vous mettre d'accord sur certains sujets. Voilà. Ouais. Arnaud, je partage pas le dernier constat pour la bonne et simple raison, c'est que il y a une grande erreur. C'est pas un argument d'autorité, hein, ne le prenez pas comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a un moment donné où les gens comprennent en vérité très mal la psychologie des électeurs du Rassemblement national et même des dirigeants et des élus du Rassemblement national. Ce qu'a fait Marine Le Pen en vérité, c'est que c'est exactement le contraire. C'est que elle a justement essayé au maximum de ralentir les demandes de la base et des élus. Les réunions du groupe à l'Assemblée nationale, Marine a été obligée de les reprendre en main. Pour la bonne et simple raison, c'est que pendant 9 semaines, elle était au tribunal. Elle était au tribunal, ça lui prenait 3 après-midi par semaine, et elle était très occupée par ce procès. Elle l'est toujours, hein, je pense, psychologiquement. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à l'Assemblée nationale est montée de plus en plus la volonté de s'opposer, mais de manière durable, très forte, jusqu'à la censure de la part du groupe. Elle a essayé de calmer ça. Sauf que les retours de la base sont encore plus dans une demande de censure. Donc il y a un moment donné, le Rassemblement national, qui est un parti contre le système, contre la majorité, enfin le système et le régime et l'exécutif en place aujourd'hui, s'il n'incarne pas cette opposition à Emmanuel Macron, s'il n'incarne pas cette opposition à la ligne économique Barnier, qui est la même que la ligne économique du gouvernement précédent et encore de celui précédent,
il n'a plus de justification. Donc il y a un moment donné, il faut qu'il l'incarne, 2, il faut qu'il réalise cette opposition. Et forcément, ça passera à un moment ou à un autre par la censure. 3, il faut qu'il assume. Oui. Jacques, Bien sûr, il Miard. l'assumera. Oui, moi je voudrais dire une chose. C'est que là, effectivement, et Arnaud a raison, il donne les éléments propres, je dirais, aux électeurs et au RN. Mais il y a un problème beaucoup plus important, c'est qu'en réalité, le gouvernement poursuit la même politique économique qui a été celle du prédécesseur et il n'y a aucune solution à la crise de la dette dans le cadre des traités européens. C'est une utopie de croire qu'il y aura une solution. Ce qu'il faut faire, c'est effectivement sabrer dans les doublons qui existent dans tout l'appareil d'État. Et c'est jouable, et vous pourrez obtenir rapidement un certain nombre d'économies et qui permettent effectivement d'apurer une partie de la dette et satisfaire les obligations bruxelloises. Pourquoi ils le font pas? Tout simplement parce que de ce côté-là, je vais vous donner un exemple rapidement. Je suis allé il y a quelques jours à Besançon et j'ai vu de visu le 10 000 feuilles territorial dans une ville qui est une petite ville. Vous avez la préfecture, vous avez le département, vous avez la métropole, vous avez les ARS. Vous voyez la multitude de visu de tout ce qui pèse aujourd'hui en France et il faut en supprimer les échelons parce que ça ne peut pas continuer. Et tant qu'on ne l'aura pas fait, eh bien, on sera, je dirais, dans l'impasse. Les agences, c'est 80 milliards d'euros. Oui. Bien sûr. Mais on passe notre temps à le dire. Ça fait faut le faire. Des mois et des. Oui, mais tout le monde sur le plateau le dit. Sauf que pourquoi est-ce que les politiques ne le font pas? Et puis après, il faut voir les effets récessifs aussi derrière. Il y a plein d'économies. Moi, ce que je voudrais dire, Valérie, c'est ce qu'il faut comprendre et expliquer aux gens, c'est que la campagne électorale qui a conduit à la désignation d'une nouvelle Assemblée en 2024, elle n'est pas terminée. C'est le premier tour d'un deuxième tour qui aura lieu l'année prochaine. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est la règle de la communication à l'américaine. C'est vous devez parler à l'entièreté de votre électorat. Et là, les Américains, parce que c'est eux qui l'ont inventé, ils vous disent vous devez être vu selon 2 prismes. C'est soit vous êtes la victime de quelque chose, soit vous êtes le scélérat. Et donc aujourd'hui, chaque force politique, par rapport à ce budget, doit dire à son électorat je suis la victime du gouvernement ou je suis le méchant du gouvernement. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui, parce que le budget, il sera voté à la fin, ils savent très bien que ça serait une catastrophe. Si les marchés financiers sortent leurs grosses armes et vous montrent qui sont les patrons, là vous allez voir ce que ça peut faire dans un pays. C'est pas entendable. Ce budget, il sera voté ce budget parce que il faut qu'une des forces politiques arrive à dire à son électorat je suis allé au bout de ce que je peux faire pour vous défendre. Et le Rassemblement national joue cette carte jusqu'au bout avant de trouver un moyen de voter ce budget, parce que ne pas voter ce budget, ça serait la catastrophe, ce serait un enclenchement systématique de mécanismes. Si, ça sera audible, parce que l'électorat, je parle sous le contrôle de monsieur le maire, le rôle du chef à un moment, c'est de laisser les troupes se prendre la tête, se bagarrer, et à un moment, la responsabilité du chef, c'est de dire, on arrête, je tranche, et on ira dans ce sens-là. Et ça sera le boulot de Marine Le Pen, à un moment de calmer ses troupes et de leur dire on a eu le maximum de ce qu'on pouvait avoir. Notre électorat, même s'il dit qu'il veut la censure, y conviendra et nous ne ferons pas tomber le gouvernement Barnier. En tout cas, sur le budget, elle montrera qu'aujourd'hui, c'est encore elle qui est la patronne dans son parti, point barre. Il y a des signaux faibles. Il faut regarder qui est l'émetteur. C'est important en communication. Qui est l'émetteur? Les émetteurs, c'est Jean-Philippe Tanguy, numéro 2 du groupe. Oui, c'est mal parti quand même. C'est monsieur Chenu, ancien vice-président de l'Assemblée nationale, qui est un poids lourd du parti. Dur quand même, comme ça fait 2. Philippe Olivier, beau-frère de Marine Le Pen, son conseiller spécial. C'est, vous les multipliez, mais enfin déjà ceux-là, ce sont quand même les plus importants. Le message est pas bon.
on va dire que le message est pas bon. C'est normal. Et que les émetteurs sont des émetteurs suffisamment importants. Ce ne sont pas des députés de base ou des députés qui, au sein du groupe, seraient envoyés en éclaireur. Non, justement, ils n'ont pas envoyé des députés que personne connaît en éclaireur, s'exprimer sur les plateaux télé en disant « Nous, en ce qui nous concerne, nous serions favorables à la censure ». Ce sont les poids lourds du parti qui s'expriment. Pour l'instant, Marine Le Pen joue un peu la stratégie en disant « Non, je fais attention, je calme mes troupes, etc. » Mais de toute façon... Elle les tient pas peut-être, non? C'est ça que mais si, elle les tient. Je veux savoir, je pose des questions. Vous inquiétez pas, elle les tient. Pour l'instant, en tout cas, elle les tient. On verra après le 31 mars, mais pour l'instant, elle les tient. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'au bout d'un moment, de toute façon... Encore une fois, parce qu'il va falloir incarner ce que vous disiez tout à l'heure très justement, le scélérat, le méchant du gouvernement ou la victime, ils ne peuvent pas être des victimes aujourd'hui dans le calendrier politique actuel. Ils s'en foutent, ils iront sur un gouvernement technique, c'est pas grave. Et l'argument sur les forces financières, c'est inaudible pour les électeurs du Rassemblement national. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Très bon week-end. Dans un accent, Alexis Poulain sera avec vous. Bonne journée sur Sud Radio. Pour lui aussi, c'est inaudible. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.